Buongiorno e Bonjour, nous souhaitons la cordiale bienvenue au président du Parlement européen, David Sassoli. David Sassoli a été élu pour son troisième mandat. Il est au début de son troisième mandat au Parlement européen comme 16e président à la succession d'Antonio Tajani. Je parle de 16e président parce qu'il dit qu'il s'agit d'une institution relativement jeune, mais qui a déjà une histoire importante. Lors de la campagne électorale, on a beaucoup débattu, et souvent de manière conflictuelle, sur l'Union européenne, sur son rôle démocratique, sur la responsabilité sociale et économique. À la fin, les eurosceptiques n'ont pas atteint le résultat auquel ils s'attendaient, mais c'est une raison supplémentaire pour les parlementaires qui ont l'Europe à cœur de s'engager avec compétence, détermination et également passion pour affronter les problématiques qui habitent les citoyens, les inquiétudes, les peurs, les espoirs. Vous avez dit, dans une déclaration récente, que il faut prévoir une législature qui donne des réponses aux problèmes de la solidarité, de l'immigration, de la cohésion sociale et de l'état de droit. Donc un programme lourd qui demande beaucoup de travail, mais c'est ce qui intéresse les personnes. Et c'est pourquoi nous avons pensé commencer avec 3 témoignages de personnes qui s'intéressent aux problèmes sociaux, à la pauvreté, au malaise des jeunes et des familles. Et donc nous allons commencer tout de suite avec Giovanni Bruno, président de la Banque alimentaire en Italie. Il représente à cette occasion également la Fédération européenne des banques alimentaires. buongiorno. Bonjour à tous, autorités, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier pour cette opportunité qui est offerte non pas seulement à nous, le réseau de la Banque alimentaire, à tous les bénévoles et les employés, mais aussi aux autres 3 banques, la banque pharmaceutique, la banque informatique et biomédicale et la banque building, qui partagent avec nous les logiques, on pourrait dire l'esprit et les orientations. J'aimerais bien commencer mon allocution avec une citation d'une phrase que Sa Sainteté a prononcée le 18 mai dernier, adressée aux représentants des banques membres de la Fédération européenne des banques alimentaires pendant les assises de la FEBA, le sigle. Vos expériences, disait le pape, même les plus récentes, nous ramènent aux racines de la solidarité en Europe, car elles recherchent l'unité dans le bien concret. Il est bon de voir des langues, des croyances, des traditions et différentes approches qui convergent, non pas pour satisfaire des intérêts particuliers, mais plutôt pour donner de la dignité aux autres. Cela nous semble vrai. Je pense que ces paroles rappellent les fondations historiques que nous partageons et ce qui a donné vie à l'Union européenne, très bien résumé par le slogan de l'Union, unie dans la diversité. Mais cette unité nécessite d'être alimentée grâce à des œuvres et des personnes qui sont à même de créer tout d'abord de la solidarité et de la cohésion. En Italie, la fondation de la Banque alimentaire naît il y a 30 ans. Donc, cette année, on célèbre notre 30e anniversaire.
Et on collabore avec 21 organisations locales qui, ensemble, avec la fondation, le réseau, avec la Fondation Banque Alimentaire, constituent le réseau Banque Alimentaire. Je voudrais donner quelques chiffres avec beaucoup de sens et de signification, parce qu'il est très important de souligner ce qu'il se passe. L'année dernière, en 2018, la Fondation Banque Alimentaire a redistribué presque 90 000 tonnes de denrées alimentaires grâce à 1800 bénévoles fixes qui ont rendu service, qui ont été utiles à environ 8000 organisations caritatives, les plus différentes, les plus variées, en Italie. Le seul critère était identifier un besoin. « 40% de ces 90 000 tonnes sont résultats de l'effort de récupérer le surplus alimentaire qui, autrement, aurait été jeté. Il n'était donc plus un surplus, mais un déchet. La Banque alimentaire, donc, a contribué à redonner une valeur à ceux que, selon le marché, n'avaient plus de valeur parce qu'on l'aurait jeté, et surtout à nourrir non pas seulement le corps, mais aussi l'espoir de vie de beaucoup de personnes démunies. À mon avis, cela a une valeur emblématique. Cela représente la notion d'économie circulaire, redonner une valeur à ceux qui n'en ont plus. De manière similaire, la Fédération européenne des banques alimentaires a distribué denrées alimentaires à presque 9 millions de personnes sur tous les territoires européens. La Fondation Banque Alimentaire italienne est membre de la fédération depuis le début. On a été fondé en 1986. La fédération a été créée, est un réseau de 421 banques alimentaires avec 29 banques alimentaires et dont 23 des États membres. 21% de ce qui est redistribué, donc 50% pour l'Italie et 21% c'est le total pour nos pays. Nous est donné par le Fonds européen pour l'aide alimentaire aux plus démunis. En Europe, 45 000 organisations à but non lucratif et 30 000 citoyens européens coopèrent de manière volontaire. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'a pas été suffisant pour atteindre la totalité des personnes démunies. Parce que les citoyens européens démunis sont 33 millions. Les crises constantes ont touché pendant ces années beaucoup de personnes. Aussi ceux que j'appelle les pauvres d'à côté. C'est les personnes qui ont toujours fait une vie normale, mais à un moment donné, ils se trouvent dans le plus grand besoin parce que, par exemple, ils ont perdu l'emploi. Leur besoin, c'est de pouvoir vivre avec dignité. Notre expérience de ces dernières années nous a appris et nous confirme que travailler pour la cohésion sociale signifie mettre au centre la personne. Mais non pas une personne isolée, comme une monade, mais dans un contexte social.
la personne a besoin de récupérer le sens d'appartenance à la société. Il s'agit d'un effort conjoint pour créer des stratégies à long terme et cela demande la coopération des différents acteurs qui puissent combiner solidarité et politique sociale, politique du travail et de développement économique. La cohésion sociale est la grande opportunité de développement à travers laquelle la réduction des inégalités parmi les citoyens, comme souligné par les objectifs ONU de l'Agenda 2030, peut être réalisée. En particulier, l'aide alimentaire est le premier point, la voie d'accès. Il y a quelques mois, dans un interview à la télé, un manager d'une structure caritative dans les alentours de Rome disait qu'il n'avait pas assez d'aliments. Et il disait, est-ce qu'on veut que les crimes recommencent, les vols recommencent? Donc vous comprenez l'importance de ce type de travail et d'activité. Ce que nous sommes forcés de demander à l'Union européenne est de garder dans la période 2021-2027, étant donné qu'il faudra adopter et approuver le cadre financier pluriannuel, on est forcé donc de demander de prendre en considération cet aspect. Dans une phrase récente, Monsieur le Président, vous avez dit « Les pauvres ne peuvent pas attendre ». Si l'Europe ne prend pas cela en charge, on aurait perdu notre âme et notre cœur. Diminuer les ressources risque de devenir la réduction de cet engagement. Merci. Merci à Giovanni Bruno. Je demande à Pino Morandini, vice-président vicaire du Mouvement pour la vie, de venir sur l'estrade. Vorrei primariamente ringraziare Je voudrais tout d'abord remercier l'association du meeting. Je mentionne la professeure Emilia Guarnieri. Je remercie tous les organisateurs pour l'accueil que j'ai reçu. Et je voudrais aussi transmettre mes salutations cordiales au président du Parlement européen, au monsieur Scholz, et à vous tous, parce qu'avec cette conférence précieuse, vous donnez sens, et avec votre présence, vous donnez sens à cette conférence. Le titre de ce moment de dialogue est très intéressant et stimulant. Il nous aide à récupérer les valeurs anthropologiques qui ont rendu l'Europe grande. Et de l'autre côté, cela nous aide aussi à comprendre comment ces valeurs sont encore très actuelles. Par rapport à l'Europe du passé, pensée par les pères fondateurs de Gasperi, Schuman et Adenauer, qui avaient pensé à des États laïques, qui étaient en même temps conscients de leurs racines chrétiennes, grâce à deux piliers, l'identité européenne et l'Europe en tant que puissance économique compétitive par rapport aux autres pays. Donc par rapport à cette Europe du passé, l'Europe d'aujourd'hui est un peu plus en retard. On pense très souvent au marché en tant que point de repère. Il y a une certaine invasion dans certains domaines qui devraient être de compétence des États membres. Donc le titre nous invite à aider, avec notre petite contribution, à aider l'Europe à retrouver ses racines. Parce que, comme vous le savez, l'Europe n'est pas seulement une expression géographique, mais elle est aussi une expression culturelle. Donc c'est ce qu'on doit essayer de faire de manière positive pour essayer de réalimenter cette culture européenne. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est affirmé par les croyants, mais aussi par les personnes qui ne sont pas croyantes. Niall Ferguson dit qu'il est un athée incurable
Et il dit il faut systématiquement aider l'Europe à retrouver ses racines. La tâche donc que j'ai, c'est de retrouver d'autres racines qui puissent aider l'Europe à redevenir l'Europe dans l'intention des pères fondateurs. Ces deux piliers sont la famille et la vie humaine. La famille est déjà décrite par la Constitution et par beaucoup de constitutions européennes, mais aussi par des documents internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. On se demande s'il y a encore quelque chose à donner à cette société de 13e millénaire ou si cela n'est plus utile. Dans mon expérience personnelle, dans le bénévolat, je pense que la famille continue d'être, même si elle est très mise en cause par la réalité, par la société, elle a encore beaucoup de ressources. Des ressources importantes pour la personne, parce que la personne dans une famille est entourée par une communauté de personnes, elle vit l'expérience de la gratuité, elle voit une attention aux plus démunis, elle est éduquée au sens du devoir, du sacrifice, de la renonciation. Et je ne pense pas aux familles parfaites que l'on voit dans certains pubs, mais des familles où on a des difficultés à joindre les deux bouts, mais où quand même il y a une unité qui peut unir les diversités. Il y a un projet commun pour l'éducation des enfants. Donc la famille n'est pas une ressource que pour la personne, mais aussi pour la société. En famille, normalement, nous voyons la personne vivre l'expérience fondamentale de sa vie. La naissance, la mort, l'amour, la souffrance. Et elle est aidée ainsi à former sa forte personnalité et elle commence à être aidée à donner des réponses aux questions fondamentales que posent ces expériences. Et l'homme d'aujourd'hui, vous voyez combien il s'interroge sur ces questions. C'est naturellement une ressource aussi pour la société parce que c'est la première école de fonctions et de vertus qui deviennent ensuite des vertus sociales. Mais c'est aussi une ressource pour la société parce qu'elle contribue de manière réellement originale à humaniser et à personnaliser la société. J'explique tout de suite. Le bien-être de la personne, de chacun d'entre nous, dépend de la qualité de nos relations humaines. Donc la famille, le génome social de la famille, est précisément quelque chose qui est orienté vers le bien relationnel. Nous avons tous besoin, aujourd'hui, notre société a de plus en plus besoin de relations authentiquement humaines. Donc si nous voulons rendre la société plus humaine, la société doit être aidée à maintenir son génome. Si on l'entame, on risque beaucoup, non seulement pour la famille, mais surtout pour le bien-être de la société. Et cela nous aide également à créer des systèmes. Lorsqu'on en parlait, nous en parlions avant cette rencontre. Donc chacun doit travailler pour cette culture de la famille. Et si vous me le permettez, chacun doit souligner des raisons laïques, non pas idéologiques, mais laïques, humaines, relationnelles, qui font comprendre qu'il y a un lien réel entre le bonheur privé et le bonheur public. Du reste, il y a des recherches empiriques qui montrent combien la famille est essentielle pour le bien-être matériel et spirituel de la personne. Et il y a également des recherches, écoutez, cela est magnifique, qui disent qu'il est inutile de se plaindre des maux sociaux qui existent, la fragmentation, l'individualisme, les déviances, le manque d'accueil de la vie, tout cela est juste, mais c'est inutile de s'en plaindre si les institutions ne sont pas attentives à la famille, parce que la famille fait office de prévention des fléaux sociaux le plus souvent. Pensons à ces parents qui prennent en charge leurs enfants qui peuvent être en difficulté et qui aident donc en fournissant des services sociaux primaires, l'accueil des enfants, le soin des personnes âgées. Donc ils soutiennent la société avec cela. Donc la famille travaille pour le bien commun et on pourrait se demander ce que fait l'État, ce que font les régions pour la famille. Il faut dire que dans ces dernières décennies, l'État n'a pas fait grand-chose, mais c'est pour cela qu'il faut le pousser de manière positive à faire quelque chose. Il y a des raisons vertueuses. Par exemple, dans certaines régions d'Italie, on a fait ce qu'on a appelé le paquet famille, qui
dès le début des années 90, investissait des milliards de lire pour la famille, dans des services, des chèques pour aider, notamment les familles nombreuses, mais pas uniquement. Il est clair qu'il faut investir davantage. Et si je peux me permettre de suggérer quelque chose, il ne faut pas voir la famille dans la fragmentation de ses différents membres, mais la famille comme sujet social unitaire qui a ses devoirs, mais aussi ses droits. En sachant qu'en investissant sur la famille et en la pensant comme citoyenne sociale, on peut donner à la famille davantage de bien-être. La famille devient davantage ressource, elle fournit des services primaires et la société a tout à y gagner. J'aimerais également penser, je ne suis pas un économiste, je ne connais rien au PIB, mais j'aimerais que l'on dépasse la question du PIB en pensant au bien que fournit la famille du point de vue des relations humaines et à l'argent qu'elle fait économiser aux institutions quand, par exemple, elle prend en charge les personnes âgées en son sein ou qu'elle accueille des enfants d'autres familles, etc. Il est clair que dans tout cela se pose aussi la question de la transmission de la vie. Dans un contexte de dénatalité, comme le président Scholz le soulignait, cette dénatalité dont les effets négatifs se perçoivent déjà sur les générations actuelles et pensons à ce que ce sera pour les générations à venir, on comprend que le rôle de la famille et de ceux qui aident à accueillir la vie devient très important. Et je ne peux pas ici ne pas rappeler le magnifique titre qui a été attribué à ce meeting. Ton nom est né de ce que tu fixais. Je ne peux pas ne pas penser en ce moment aux nombreuses femmes qui, au cours de ces 42 années de bénévolat, ont donné accès au centre d'aide pour la vie à beaucoup de femmes enceintes qui vivaient une grossesse difficile, parfois non désirée, donc qui étaient désespérées et qui se sont senties caressées par un regard. Le regard avec lequel je regarde l'autre personne, et il ne s'agit pas seulement des femmes enceintes, mais de nous tous, parle de notre humanité ou de notre manque d'humanité. Et souvent, il a suffi de ce regard pour que la femme accueille l'enfant qu'elle portait. Donc c'est magnifique parce que, en se sentant accueillie de cette manière, on redécouvre la beauté de la maternité. Une jeune femme me disait récemment, elle avait déjà accueilli 2 enfants et elle attendait le 3e. Et déjà les premiers avaient été accueillis avec grande difficulté. Et écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la maternité est un master parce qu'elle enseigne, disait-elle, à faire les choses mieux et en moitié moins de temps que les autres. Certainement parce que quand on a plus d'enfants, on doit faire plus. Pour conclure, Monsieur le Président, je conclus en rappelant que ce bénévolat qui, depuis plus de 40 ans, accompagne les femmes enceintes, a aidé à naître plus de 200 000 enfants et a redonné l'espoir à tout autant de mères. Je me demande combien d'enfants il y aurait en plus si, à côté de ce bénévolat, qui doit toujours se perfectionner parce que c'est notre devoir, nous ne pouvons pas reposer sur nos lauriers, mais combien il y aurait d'enfants en plus si les institutions faisaient leur travail. L'article 1, alinéa 3, le prévoit dans la Constitution. Donc je me permets de faire appel. Je sais que vous, Monsieur le Président Sassoli, vous y êtes très sensible et je vous remercie parce que vous êtes un homme de cœur. J'en ai déjà eu la preuve lors d'un échange avec vous. Je me permets de faire appel à la politique. J'ai fait la politique et donc je peux le dire parce que je l'ai expérimenté directement, que s'occuper de la famille et de la vie redonne de la fraîcheur à la politique. Elle rapproche les gens de la politique, elle redonne l'espoir dans une société. Donc dans une époque où l'on veut construire la vie même, et c'est un verbe qui ne me paraît pas en parlant de vie, mais c'est ce dont il s'agit, il faut bien regarder de façon réaliste ce qui se passe. Je pense que dans cette nouvelle phase de la puissance technologique la plus élevée, je crois que nous serons conditionnés par une nouvelle sagesse. Et cette nouvelle sagesse, c'est celle qui connaît la valeur originelle de la personne dès sa racine et la valeur de la famille toujours pour la personne et pour la société. Merci.
Merci. Monsieur Morandini, je demande à Silvio Catarina, fondateur et président de la coopérative sociale L'Imprevisto, l'imprévu, qui s'occupe de jeunes en difficulté et de jeunes drogués. Cela fait des années que je suis engagée et que je vis avec les jeunes, surtout avec des jeunes difficiles qui ont des difficultés. Depuis plusieurs années, comme on l'a dit, avec beaucoup d'amis, nous menons l'expérience des communautés thérapeutiques de l'Imprevisto dans la ville de Pesaro. J'ai toujours remarqué que mes jeunes, au fond, montrent ce que sont tous les jeunes d'aujourd'hui. Et quand je pense à eux, souvent, ma pensée s'oriente vers la mer de Lampedusa. Dans la mer de Lampedusa, nous voyons mourir beaucoup de personnes qui viennent de loin, qui arrivent d'une grande douleur. Alors, je pense à nos jeunes, à nos enfants, à tous les jeunes. Eux aussi arrivent de loin et de la grande douleur du monde. De la mer sombre et fermée de l'inconsistance et de l'égarement. De la mer étouffée et recroquevillée de notre habitude somnolente au peu, à l'habituel, à la misère, au néant. De la mélancolie qui nous coupe les jambes et qui étouffe notre souffle. Qu'avons-nous fait de la promesse de vie débordante, de la promesse de joie, de courage avec laquelle tout être vient au monde? Qu'avons-nous fait de l'attente de bien, d'utilité, d'éternité qui habite le cœur de tout jeune? Qu'en avons-nous fait? Où avons-nous amené cette promesse immense? En cette époque mélancolique et lourde, les jeunes s'offrent pour un sacrifice presque planétaire, aux proportions infinies. Comme les réfugiés de Lampedusa, nos jeunes aussi s'immolent dans le monde entier. Ils abritent dans leurs existences, dans leurs journées et dans leurs nuits, la douleur de tous. On peut donc dire que les jeunes représentent désormais le campement de réfugiés le plus grand et le plus dramatique de l'Italie et de tout l'Occident. Mais ces jeunes, il faut le savoir, il faut s'en apercevoir et tourner le regard vers eux. Ces jeunes se sacrifient pour quelque chose de grand. Leur vie est appelée à de grandes choses. Voilà ce qu'est la justice. La justice, c'est si sur cette terre existe une beauté et une grandeur pour ma vie, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Est-ce qu'il y a un endroit assez grand pour moi? Quelle destinée aura ma vie? Ces interrogations, nos jeunes nous les posent toujours dans nos communautés. Combien de jeunes décimés par la cruauté de l'insignifiance, du manque de sens, de la distraction, congelés par le vent glacial du succès, de la prestation, de l'argent, fouettés et abattus, frappés et dénudés par la tempête de l'immédiat, de l'instinctivité, de l'éphémère. C'est une guerre, une nouvelle guerre. Pourtant, ce sont des jeunes beaux, intelligents, grands, fiers, curieux, mais fragiles. Ce sont souvent des rameaux tragiques, désordonnés sur les ruines, couverts de sang de notre existence civile et de nos villes. Oui, la partie la plus touchée, ce sont les jeunes, les petits. La ruine la plus grande est mystérieusement réservée aux jeunes. Cette destruction, ce désert qui progresse, cette urgence éducative doit nous amener à un réveil, à une grande bataille longue, difficile,
contre cette fragilité psychologique insoutenable, cette fragilité masse médiatique existentielle, qui s'est abattue avant tout sur les sans défense, sur les fragiles, qui s'est abattue sur les familles en les détruisant toujours plus, en rendant les enfants orphelins, des enfants qui sont sans père et sans mère en présence de leurs parents, des jeunes battus. Ce n'est pas la grande politique, la finance, la diplomatie, l'économie, les maisons. C'est le cœur du monde qui compte, c'est son âme. Ce sont les infinies interrogations de sens qui se combattent dans le cœur des jeunes. Le besoin infini de vie qui explose toujours plus dans la poitrine des jeunes. Il faut des adultes, des parents, des enseignants, des prêtres qui aient un cœur grand, capable d'accueillir, ouvert à la miséricorde. Donc, il faut éduquer. Une grande œuvre éducative nouvelle, forte, une capacité éducative renouvelée du peuple tout entier, de toute la société. Autrement, les jeunes continueront à penser que c'est le plus fort qui a raison. Et c'est sur cette logique qu'ils construisent leur vie. Ils pensent que la vie est une question de pouvoir, de réussite, de succès, parce qu'ils pensent que le maître du monde est le mal, et qu'en fin de compte, le seul grand vainqueur sera le mal. Ils pensent qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas s'entraider, s'aider, s'aimer. C'est un nouveau paganisme encore plus profond. Non, il faut une communauté, un village, dit le pape François. Il faut l'éducation. La réponse face au mystère de la souffrance et à la condition d'égarement, de vide existentiel dont on parle tant, n'est pas une explication ou un discours, mais une présence. Être présent, être là, avoir un intérêt pour la douleur du monde, et en particulier celle des jeunes. Dire, faire sentir aux jeunes que nous tenons à eux, que nous nous inquiétons pour eux. Toi, Monsieur le Président Sassoli, toi, cher Président, si je peux m'adresser à toi de façon affectueuse, porte dans les hautes sphères ce cri. Fais ce cri, tiens. Ce n'est pas possible que le plus grand trésor, le trésor le plus précieux du monde se perde. C'est certainement le cri le plus bouleversant qu'il y a dans le cœur de tout adulte, de toute personne bonne et sensible. Monsieur le Président, vous êtes certainement une personne comme cela, une personne grande et sensible. Il est important que le jeune sente que sa vie est précieuse pour les autres, pour ceux qui l'entourent, qu'il est nécessaire et important pour les autres, qu'il sente qu'autour de lui, tout dit « tu es important pour moi, tu as de la valeur, tu comptes, tu as une grande mission, une grande responsabilité ». C'est beau, c'est magnifique, c'est une grande joie de voir un jeune changer, renaître, transformé. Avec une personne qui change comme cela, le monde est bouleversé, mis sans dessus-dessous, retourné, remis en marche vers sa vérité. Toute la valeur de la personne ne réside pas dans ce que nous sommes ou dans ce que nous avons. La valeur est dans quelque chose qui n'est pas en nous, qui est au cœur de nous, dans notre intimité, mais qui n'est pas à nous, qui ne naît pas en nous, qui vient avant nous. C'est une véritable révolution. Les jeunes désirent voir, rencontrer une expérience radicale, fascinante, une proposition grande, sans limite, qui contient quelque chose d'irréductible, d'imprévu, de subversif. La vie est une voix qui appelle, un feu qui brûle, une vocation. Choisissons les petits, les jeunes, les pauvres, mais les plus pauvres des pauvres aujourd'hui, ce sont les jeunes et leurs parents. Nous choisissons les petits pour confondre et humilier les grands, les puissants, les riches, pour ouvrir de nouvelles voies, pour construire de nouvelles œuvres. L'homme, le jeune, cherche constamment, dans chaque chose, dans chaque action, non pas une technique, une méthodologie. Il cherche une mesure différente.
Il invoque une autre mesure, une mesure nouvelle, un cœur nouveau. Voilà le plus grand désir qu'a l'homme, que le cœur éclate, explose, et ça c'est le miracle. Je conclus avec une phrase récente dite par un jeune de mon association qui affirmait cela. Et je voulais laisser cela comme souvenir pour témoigner tout ce que je voulais dire. Ce jeune a dit « J'ai découvert ce qui fait le plus souffrir, ce qui m'est le plus douloureux. Ce qu'il y a de plus douloureux, c'est d'avoir une femme que l'on aime infiniment, et ne pas savoir le lui dire. » Alors, cette phrase m'a émue. Elle a ouvert en moi un abîme. Elle est importante. Et il a essayé d'expliquer encore mieux. Et il a dit, tu ne sais pas dire pourquoi tu l'aimes tant. Je pense qu'un jeune qui ne sait pas exprimer ce qu'il a de grand et d'infini dans le cœur, comme mon ami, ce qu'il y a de grand et d'infini dans le ciel et la terre, est un pauvre jeune, un jeune pauvre. Presidente Sassoli. Monsieur le Président Sassoli, je vous cède la parole. Carissime. Chers amis, autorités, bénévoles, les provocations et les suggestions que vous m'avez confiées ce matin me permettent, dans ces jours conclusifs de ce meeting, d'aller vraiment au centre, au cœur des grandes questions du monde contemporain. Je vous remercie pour cette invitation, pour m'avoir donné la possibilité de réfléchir à haute voix sur les préoccupations et les espoirs de notre époque. Oui, on ressent beaucoup les dangers face à nous. L'anxiété de ne pas être à la hauteur des défis tellement exigeants. Par exemple, on voit très clairement que certaines tendances voudraient nous faire renoncer aux valeurs sur lesquelles notre vie ensemble est fondée. Ce sont des épreuves que notre génération doit affronter, avec des questions inédites de la part d'un monde qui a totalement changé sous nos yeux et que très souvent on n'a pas été à même de comprendre et de réglementer. Quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis plus jeune, j'ai demandé au professeur Giorgio La Pira ce qu'il appelait l'eschatologie de la profondeur. Il m'a répondu que l'histoire est comme un océan où tu peux saisir les courantes quand elles émergent, mais en profondeur, il y a d'autres courantes qui se préparent, qui se gonflent. Découvrir la force avant qu'elle se manifeste est la mission de la politique, de la grande politique. Les signes des temps nous disent actuellement que nos sociétés sont pervadées par des vagues de dégoût, par des grandes illusions, déceptions, des institutions qui ne sont pas reconnues comme la maison commune où l'on peut assurer nos libertés. C'est des sentiments qui traversent l'Europe, que l'on peut retrouver dans tous les pays de l'Union européenne, qui émergent du malaise, de l'injustice, de l'exclusion, mais qui sont aussi surmentalisés par ceux qui ont peur que l'Union européenne puisse être un
un compétiteur exigeant parce qu'il est lié à des règles, à des valeurs et à l'humanité. Ce n'est pas un hasard que aujourd'hui beaucoup de personnes font un pari sur notre faiblesse. Si nous regardons au monde au-delà de l'espace européen, vous voyez comment les dynamiques de pouvoir doivent être réglementées et combien d'injustices demandent notre action. Pour donner des réponses, nous devons prendre en charge cette anxiété de changement et penser aux paroles du pape François quand il nous appelle à travailler pour humaniser les procès de mondialisation. Il s'agit de la question essentielle de notre époque. C'est la seule question qui peut nous permettre de redécouvrir la vocation que pendant ces 70 ans nous a amené à construire un espace démocratique où le droit est le terme de référence avec lequel on réglemente les relations entre les États européens, entre les citoyens et dans l'avenir même avec ces États qui veulent vivre avec nous. L'Europe seule devient et reste un espace de liberté, a rappelé récemment le Père Caron. On pourrait partager la richesse que l'un ou l'autre aura trouvée dans la vie et on pourra l'offrir en tant que réponse aux exigences et aux défis qui nous sont lancés. L'Europe, il ne faut pas oublier, réside dans son droit. Quand nos institutions semblent ne pas être à la hauteur, semblent être insuffisantes, il ne faut pas oublier que si même en étant imparfaites, elles garantissent une cohabitation possible et elles assurent une certaine liberté. Ce n'est pas un hasard que les forces qui essayent de nous diviser nous racontent d'un système européen dont les règles doivent être bouleversées. Ils ne demandent pas des réformes, mais des pas en arrière pour empêcher à l'Union et les citoyens européens de jouer leur rôle sur la scène mondiale, selon l'indication de Pape François que je viens de rappeler. Donc, il est impératif de réglementer l'utilisation de la force, non pas que en termes militaires. Par exemple, éviter que nos pays puissent affronter les pays de façon violente pour surmonter les injustices. Actuellement, on doit supporter une grande influence dans l'espace européen de la part des forces extérieures qui nous fait dire que nos pays, après avoir lutté pour leur indépendance, se trouvent aujourd'hui à faire face à une nouvelle étape, une étape de défense de la liberté et de l'indépendance de l'Union. Notre autonomie est une garantie de liberté dont nous pouvons jouir. Cela nous fait être différents et meilleurs. Beaucoup de personnes à l'extérieur de l'Union européenne veulent ce même type de liberté. En dehors de l'Europe, on est regardé avec admiration pour ce que nous avons construit, pour nos modèles de vie. Je dis cela non seulement pour donner une réponse à ceux qui essayent d'instrumentaliser les positions nationalistes, mais aussi parce que j'ai l'intérêt de ne pas faire en sorte que les Européens puissent céder à ce monde qui n'a pas de règles. En dehors de l'espace européen, on va redevenir des sujets parce que on sera pas à même de faire face à des priorités. Pensez à nos problèmes, aux problèmes de l'Italie par exemple. Le défi environnemental, la sécurité, les questions financières, les investissements, la lutte contre la pauvreté, la migration, le commerce international, la politique agricole, la politique industrielle, le défi technologique. Parmi ces grandes questions,
quelles sont celles qu'on peut affronter tout seul dans nos pays? Aucune. Aucune. Il faut le dire, l'espace européen est déjà trop petit pour faire face à certaines d'entre elles. Si il fallait revenir en arrière, comme beaucoup de personnes voudraient, on n'aurait pas la possibilité d'affronter nos difficultés et on mettrait en discussion le bien le plus précieux que l'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la paix entre les nations européennes. C'est un risque très concret, parce que quand les États ne sont pas à même de surmonter les difficultés, il est naturel que ces problèmes sont réversés déchargés sur les autres, en alimentant des conflits. Cela est l'histoire de l'Europe moderne. C'est l'histoire des générations précédentes. C'est l'histoire qui nous ramène à il y a 80 ans. Hier, le 23 août 1939, on a signé le pacte Molotov-Ribbentrop, un pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. 6 jours après, la guerre commença. Le pape Pie XII disait que c'était le feu vert pour l'invasion de la Pologne. Et donc, il a transmis un message radio qui contenait une formule. Il disait « Il faut continuer à protéger. Rien n'est perdu avec la paix. Tout est perdu, peut être perdu avec la guerre. » Ce message n'a pas empêché, 6 jours après, que la Deuxième Guerre mondiale commence. La Deuxième Guerre européenne est donc mondiale, avec ses deuils et la vergogne de la Shoah, la honte de la Shoah. Il faut se rappeler de tout cela avec les témoins qui ont vécu cela. Les générations nous obligent à regarder à ces événements sans pouvoir profiter de témoignages des personnes qui ont vécu tout cela, qui ont vécu la dévastation, le massacre, la haine raciale, la force séduisante du démon nationaliste. Il ne faut pas oublier que ces personnes nous ont laissé des institutions démocratiques européennes. Nous tous, en tant qu'Européens, nous vivons la responsabilité de garder et protéger la démocratie et l'Europe. Le progrès technologique, la simplification barbare du langage peut nous faire penser qu'on peut penser et on peut faire ce que l'on veut avec la démocratie et l'Europe. Ça nous fait penser que nous pouvons livrer aux sentiments qui changent, mutables, ce qui a coûté très cher aux générations précédentes. Des ruines, des villes, des personnes. Des ruines dans un monde qui aujourd'hui, l'on veut décrire comme un monde avec des valeurs morales énormes, mais qui s'est après taché de... Des femmes éventrées, des trains chargés de juifs vendus 5000 lires à Rome et envoyés mourir en Pologne. Les Roms gazés et capturés. Les victimes des massacres et des bombardements. Ceux qui ont incendié l'Europe ont trouvé aussi un christianisme spirituellement non préparé, engagé dans la lutte contre la modernité,
et qui se berçait de l'illusion que la chute des régimes libéraux soit une revanche de la chrétienté et non une horreur. Je dis cela parce que vous comme moi désirons comprendre la leçon du siècle dernier. Et le monde catholique a réussi une œuvre de rachat et de reprise. Il n'y a pas de doute que c'est le catholicisme politique de trouver dans la démocratie et le Parlement les instruments pour inverser la direction et nous remettre en route. Constitution et européenne sont les termes de la Renaissance. En Italie, les constituants catholiques, mais pas seulement, ont su dessiner, esquisser ce chef-d'œuvre qu'est notre Constitution, imprégné d'un personnalisme qui n'a pas l'odeur d'une instrumentalisation, mais qui a le parfum d'une passion pour la vérité chrétienne. Et les catholiques ont le devoir d'opposer à ceux qui, aujourd'hui encore, en Pologne, en Hongrie et même en Italie, osent agiter les symboles de notre foi comme des amulettes avec une impudeur blasphématoire. La Constitution, mais aussi l'Europe, parce que l'Europe naît de 3 hommes, on l'a rappelé tout à l'heure, qui parlent un langage maternel commun, l'allemand, et qui pensent avec des catégories maternelles communes, le catholicisme. Ce sont eux qui ont compris qu'il n'y aurait pas de garantie de paix durable sans une Europe qui sache être pacifiée et pacifiante. Une grande puissance de paix placée entre l'Atlantique et l'Oural, mise en face du grand continent africain dans lequel les Européens eux-mêmes sont allés commettre les vols les pires avec l'esclavage et à laquelle ils doivent restituer une perspective de paix et de développement. Dans tout cela, aujourd'hui encore, les catholiques jouent un rôle essentiel. Faites attention, c'est sur leur division que comptent les droites néonationalistes. Si vous observez comment s'est étendue la vague noire souverainiste avec ses relents racistes, vous voyez qu'elle a misé sur les pays où la tradition catholique est la plus forte et elle a parié sur la division de ce catholicisme. La Pologne, l'Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, l'Italie ont été les territoires sur lesquels on a tenté de briser le catholicisme pour diviser le pays et diviser l'Europe. En agitant des fantasmes et des peurs, on n'est pas allé à la recherche du vote catholique, qui est normal, évident, ou même du vote conservateur, qui est tout aussi normal et évident. On est allé à la recherche de franges et de sectes qui revendiquent d'être la vraie Église et que l'on appelle même dans la rue italienne pour siffler le pape. Attention, cela n'est pas inédit dans l'histoire. Lorsque Pie XI a excommunié les membres de l'Action française en 1928, il ne l'a pas fait parce qu'il s'ennuyait du conservatisme politique, mais parce qu'il voulait diviser l'Église. Mais aujourd'hui, comme le disait le pape Jean XXIII, préfère les soins de la miséricorde aux armes. Il faut être plus vigilant, décidé et préparé. Et dire que le catholicisme n'est pas un empire où on peut s'appuyer sur l'évangile et les images pieuses, mais un peuple chrétien légitimement pluraliste dans ses choix politiques. Dans la fidélité à la Constitution et la défense des systèmes démocratiques, ce peuple ne doit pas se laisser diviser. Et c'est dans la Constitution
composée de tant d'expériences chrétiennes et en même temps faite du principe suprême de la laïcité, qu'elles trouvent là-dedans leur accord et la garantie des valeurs. La saison que nous vivons, ne réclame pas de parti chrétien, mais elle a besoin sans doute de témoins de la radicalité évangélique et d'interprètes des signes des temps. Des témoignages, un mot que votre communauté a à cœur, un mot qui rappelle la force génératrice des origines et qui accompagne sur le chemin, même lorsque les changements sont nécessaires, comme votre expérience en témoigne. Tout cela est là pour vous dire que nous devons sentir le poids de notre responsabilité. Et nous ne pouvons pas rester neutres sur certains fondements et nous devons percevoir cette responsabilité dans un moment tel que celui que traverse l'Europe et notre pays, l'Italie. Si, avec toutes les difficultés et les contradictions, un catholicisme, même minoritaire, peut conduire demain matin à la messe 7 millions de personnes, il peut recommencer à enseigner l'image de Dieu imprimée dans le cœur de chacun, qui fait naître dans les consciences l'espoir. Dans ce cas, nous pourrons rendre les formules politiques le signe de participation démocratique qui permettent le développement plein de la personne, comme l'indique la Constitution et comme le bien républicain par excellence. Ce sont des journées importantes, celles d'aujourd'hui, celles actuelles, pleines d'inconnus, dans lesquelles il faut avoir beaucoup de confiance dans la capacité de conviction, de dialogue et de débat. Les forces politiques sont utiles si le pays les reconnaît comme utiles. Et l'importance des partis est de garder toujours au centre leur engagement pour l'intérêt du pays. Je partage mot à mot ce qu'a dit le cardinal Bassetti ici sur la crise et la division dont souffre le pays. Mais je suis venue aussi pour vous dire que vous et moi devons nous interroger sur notre degré de responsabilité dans cette crise. Parce que c'est inutile de la nier. Qui, dans notre pays, en Italie, dans le dernier quart de siècle, a fait avancer le travail par son exemplarité? Que la conscience à examiner n'est pas celle des autres, mais notre propre conscience. Que la rigueur éthique est un cristal qui n'admet pas d'être entamé. Que le devoir démocratique est un esprit de sacrifice et non une bête pour les réseaux sociaux. Qui a créé des anticorps utiles pour affronter une culture individualiste qui bien souvent, trop facilement, a trahi les valeurs de la solidarité, de l'humanité, de l'égalité? Et c'est cet examen de conscience qui doit nous faire repartir, parce que les forces politiques et parlementaires n'ont de sens que si elles servent à créer les conditions pour un renouveau culturel que tous ont intérêt à avoir. La marche de la propagande néo-nationaliste laisse les Italiens dans un océan de problèmes. En Europe, les forces qui ont vaincu les élections s'efforcent de donner vie à une législature qui puisse être un point de repère pour notre pays. Les européistes italiens ont une bonne référence, une référence solide dans l'alliance qui s'est réalisée au Parlement européen et que je compte renforcer. Cette législature devra réellement être politique, avec un accent social important. Et les engagements qu'a pris au Parlement la présidente von der Leyen sont les fondements sur lesquels construire un véritable manifeste pour l'Europe. Nous savons qu'en ces heures de réflexion, ici en Italie, et nous souhaitons que de la crise arrivent des paroles claires sur les politiques. Nous en avons besoin. Le calendrier européen est un bon point de repère
parce qu'il contient des objectifs ambitieux et des instruments qui permettent de prendre la voie du développement durable. Il faut regarder la flexibilité dans la réalisation du pacte de stabilité et de croissance, relancer les investissements, nous avons grand besoin, développer une stratégie contre la pauvreté, dans une ligne directrice sur le salaire minimal et sur les protections sociales. Le nouveau gouvernement italien devra avoir des objectifs ambitieux pour une croissance durable, comme l'a bien expliqué ici le professeur Giovannini. Prendre soin de la planète et prendre soin des hommes. Et face aux désastres qui dévastent la Sibérie et l'Amazonie en ces jours, les Européens peuvent lancer un signal. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas lancer une campagne symbolique? Par exemple, d'ici, ce matin, au meeting de Rimini, que chaque maire de grande ou petite ville d'Europe soit le moteur d'un nouvel espoir, et par un petit geste symbolique, bien sûr, qui ne résout pas le problème, mais qui nous met en lien avec les autres. Que chacun plante un arbre, par exemple, avec le slogan « Tu es mon souffle ». Yuval Mabre. Les institutions, les personnalités, les communautés, les idées ne manquent pas. Nous invitons les autorités italiennes à soutenir la naissance d'une banque européenne pour le climat, l'élimination progressive des combustions des fossiles, l'introduction d'une taxe pour les géants industriels. Le Parlement européen est prêt pour cela, les Italiens le savent. Nous avons tous notre rôle à jouer, parce que nous avons besoin d'une Europe plus forte pour répondre à la concurrence de puissances économiques telles que la Chine ou les États-Unis. Et c'est dans les rapports avec la Russie et la Turquie que nous devons trouver des talents de dialogue et de fermeté fondés sur la démocratie et l'état de droit. Mais une Europe plus forte, chers amis, ne peut pas être uniquement le résultat d'interventions législatives. Il faut investir sur les forces sociales si nous voulons le changement, investir sur leur autonomie, sur le rôle des corps intermédiaires. Et en même temps, il faut investir, comme nous le disions, sur la personne et la communauté, sur la liberté de l'individu. C'est la frontière moderne sur laquelle se joue une part importante du modèle social européen, parce que tout le corps des relations sociales, civiles et solidaires sont la colonne vertébrale de la démocratie. C'est également cela un apport de la culture chrétienne qui est devenue un fondement de la maison commune. Et il faut que ce soit clair, parce que la verticalisation des pouvoirs économiques, financiers, géopolitiques semble décourager l'action personnelle, l'autonomie et la responsabilité sociale. À Bruxelles, nous avons pu trouver des convergences ces derniers mois et nous avons également pris des contre-mesures envers les forces anti-européennes. Construire des politiques sans les convergences nécessaires est toujours stérile. Cela porterait à des actions stériles. Le débat, le dialogue, la médiation sont des mots nobles en politique et ils doivent rentrer à nouveau dans le lexique des Européens et des démocrates. Si la politique n'est pas tout, comme le disait Aldo Moro, en politique, personne ne peut penser qu'il est tout. Nous suivons avec attention ce qui se passe en Italie. Et si la crise est dépassée, nous reconquérerons une place de premier rang pour notre pays en Europe. Nous le souhaitons. Développer le dialogue permet toujours de s'enrichir. Et il faut y penser parce que nous le savons. Nous le savons par sagesse antique. Nous savons que l'histoire ne se construit pas sans difficulté, sans obstacles, ou simplement en déclarant des objectifs. Il faut toujours se confronter, non pas pour chercher des alliances
trouver des compromis de pouvoir, mais en se concentrant sur l'état de notre démocratie et sur les priorités de notre pays, sur les nécessités de nos citoyens. Du reste, on ne gouverne pas avec les pleins pouvoirs, la 7e puissance mondiale. Les pleins pouvoirs ne servent pas pour gouverner des sociétés complexes. Les pleins pouvoirs, ceux qui les demandent sont ceux qui pensent être autosuffisants et qui pensent peut-être qu'un homme fort peut résoudre les problèmes avec la baguette magique ou l'usage de la force. La prétention est une maladie que l'Europe a bien connue. Ceux qui aiment leur pays savent bien que l'Europe est un havre sûr et que ceux qui aiment l'humanité savent bien que les ports doivent restés ouverts parce que ce n'est pas en maltraitant les pauvres gens qu'on construit des politiques pour l'immigration. Engageons-nous plutôt à donner des pouvoirs à l'Europe pour affronter le phénomène migratoire. Engageons-nous dans une réforme pour réglementer les contrats de Dublin que le Parlement européen a voté à grande majorité et qui décide que ceux qui arrivent en Italie, à Malte, en Espagne, en Grèce, arrivent en Europe et que c'est l'Europe qui doit s'en occuper. J'invite aussi d'ici, avec vous, le Conseil européen, à sortir de ses tiroirs cette réforme et à l'approuver. Je rêve d'une Europe dont on ne pourrait dire que son engagement pour les droits humains a été sa dernière utopie. C'est ce contre quoi nous a mis en garde le pape François. L'Europe est un espace ouvert, participant, solidaire. C'est comme cela que nous le voulons. Et nous voulons qu'il se renforce dans cette direction. Il y a 100 ans, dans un discours célèbre au faisceau de combat, Mussolini a déclaré « Il faut réussir à transformer la peur en haine ». Nous, 100 ans après, nous devons transformer la haine en solidarité. Parce que c'est la solidarité qui est le multiplicateur du bien-être et de la sécurité. Mais cela n'est possible que dans une société vivante, vive, plurielle, qui dialogue, qui est soutenue par des principes d'humanité et non une société, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, de monades individuelles, séparées, mais d'interrelations solidaires. Qui peut continuer à dire avec orgueil dans le monde d'aujourd'hui que les libertés individuelles sont un patrimoine inviolable? Si les Européens peuvent continuer à le dire, les chrétiens pourront dire qu'ils ont effectué un bon travail. Il faut rester bien ferme. Qui reste ferme? Seulement ceux, pour paraphraser Bonhoeffer, qui n'ont pas comme critère ultime leur propre raison, leurs propres principes, leur propre conscience, leur propre liberté, leur propre vertu, mais qui sont prêts à sacrifier tout cela. Où sont ces hommes responsables? Se demandait le théologien allemand. La question de Bonhoeffer est terrible et elle vaut pour chacun de nous. Portons-la toujours dans notre cœur, non pas pour nous angoisser, bien entendu, mais pour nous remplir de courage et d'espoir, en nous armant, comme le conseillait Emmanuel Mounier, pour avoir toujours une grande imagination. Merci.
Grazie Presidente. Merci, Monsieur le Président Sassoli. Tu nous as rappelé que non pas seulement les institutions, mais chacun d'entre nous est gardien des libertés, de la solidarité. Et c'est pourquoi nous sommes ici au meeting tous les ans pour nous aider à créer, à garder, à prendre soin des relations fortes, solides et stables pour assumer nos responsabilités en perspective d'une amitié entre les peuples. Cette année, on a eu des dialogues entre peuples, nations, cultures et religions différentes et on veut continuer dans cette direction. Donc je vous remercie pour votre parole, votre présence. Et grâce à cette solidarité entre nous, nous essayons de assumer notre responsabilité qui nous a été demandée, mais qui va nous rendre aussi constructeurs dans un monde différent, plus solidaire, plus humain, tout d'abord en Europe, mais à travers l'Europe, dans le reste du monde. Merci beaucoup.